Les amis, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'était retrouvé, c'était déjà il y a plus de 6 mois. On s'était retrouvé pour parler de Montpellier, un sujet qui me tenait à cœur. Et forcé de constater que je m'étais pas trop trompé dans l'analyse, j'avais titré la vidéo Naufrage en vue. Au vu de la situation du club, je crois qu'on s'était pas trop trompé dans l'analyse. Bon, j'avais rien dit de fameux ni de très novateur, tout ce qu'on pouvait observer. Et c'est à peu près ce qu'on va faire la même chose aujourd'hui avec un sujet qui me rend un peu plus heureux. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fonctionne bien, un projet sportif fonctionnel. On va parler de Bournemouth. Alors, Bournemouth, à bien des égards, c'est une équipe intrigante, passionnante, qui, moi, m'a fait poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on va essayer de l'analyser à travers beaucoup de statistiques, vous verrez ça. Parce que vous le savez, pardon, bien évidemment, YouTube est très restrictif concernant tout ce qui est droit d'auteur, droit des images, etc., etc. Donc, évidemment, on ne peut pas utiliser des images qui sont pas à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt, sur cette vidéo, peaufiner, détailler notre analyse à l'aide de beaucoup de statistiques qui sont un outil formidable, même si à utiliser avec parcimonie. Alors, je vous mets la scène. Posez-vous, hein, ça va être un format analyse podcast presque, hein, on est parti pour 45 minutes, 1 heure si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc je vous mets la scène et on est parti avec la première chose que j'ai envie de montrer, c'est que Bournemouth est classé 7ème de Première Ligue. Donc 7ème, c'est quand même un classement assez significatif pour une équipe comme Bournemouth. Je crois qu'ils n'avaient jamais été aussi haut de leur histoire en Première Ligue. Et vous le voyez, ils sont ici donc à 37 points, à seulement 3 points de Chelsea, 4ème à 40 points au moment où je m'enregistre. 7ème à la mi-saison pour Bournemouth, c'est donc très significatif. Évidemment, d'une lutte nouvelle, celle pour l'Europe, parce que Bournemouth, 7ème, n'est qu'à 3 points de la Ligue des Champions, après tout, et n'est qu'à 2 points, n'est qu'à un seul point, pardon, de Manchester City, 5ème, qui jouera donc l'Europa League. Mais c'est aussi significatif d'une progression nette, claire et précise. Pourquoi? Parce que Bournemouth, à la mi-saison, à la 22e journée l'année passée, vous le voyez ici, ils étaient, attention, 12e. Donc ils ont fait plus 5 en termes de place, ce qui est vraiment pas mal, sous les hommes d'Andoni Iraola, d'autant plus que l'année passée, ils avaient eu des moments vraiment complexes en début de saison, ils ont été relégables 3 journées, ils ont été pas loin des places relégables de la 4ème, on va dire, à la 12e journée, après ils ont un peu sorti la tête de l'eau, ok, tout ça pour finir en chute libre un petit peu sur les 3 dernières journées et terminer 12e. Donc 7ème à la mi-saison, c'est vraiment pas mal, ils avaient jamais été aussi haut, le plus haut qu'ils aient fait l'année dernière sous les hommes d'Andoni Iraola, c'était 10ème, et ils y sont pas restés très longtemps. Et donc c'est déjà une significatif d'une très belle progression. Et pourtant, les hommes d'Andoni Iraola, on n'en parle pas tant que ça. Moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'ils sont sans doute éclipsés, et à juste titre, par l'attention médiatique qu'on porte à des équipes comme Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa, parce que c'est vrai qu'elles performent très bien, mais derrière tout ça, il y a le Bournemouth d'Andoni Iraola qui est vraiment intriguant et passionnant. Donc, s'ils sont 7ème, vous vous en doutez, c'est qu'ils gagnent des matchs, et il est vrai, cette année, les hommes d'Andoni Iraola gagnent beaucoup de matchs, mais surtout face aux gros. Face aux gros, les hommes d'Andoni Iraola sont très performants. Ici, début novembre, ils avaient notamment battu Manchester City, 2 buts à 1. Alors ok, on peut peut-être euphémiser le succès sportif que c'est de battre Manchester City. On le sait, c'est le pire Manchester City, peut-être depuis l'ère Guardiola et sans doute bien avant. Voilà, Manchester City, même s'ils sont un peu revenus d'entre les morts ces dernières semaines, ça reste quand même un des pires Manchester City de l'histoire, on va pas se mentir, de l'histoire en tout cas récente, avec le projet d'Arabie Saoudite, quoi. Ensuite, donc non seulement ils ont battu Manchester City, mais ils ont aussi battu Manchester United. Bon, là aussi, c'est peut-être le pire de Manchester United des 15-20 dernières années. Ils sont classés 13e de Première Ligue, c'est la décadence, rien ne va plus. Sous Eric Ten Hag, ça n'a pas pris. Sous Ruben Amorim, ça met du temps à prendre. Ils sont vraiment dans une phase de survie, comme l'a dit à de multiples reprises Ruben Amorim en conférence de presse. Mais bon, Bournemouth a quand même battu Manchester United, c'est pas mal, hein. Sur le papier, il y a quand même un écart significatif de talent. Je veux dire, Manchester United, il y a quand même un potentiel offensif, défensif, de stars, de noms à droite à gauche qui, ok, fonctionnent pas bien en groupe, mais je veux dire, il y a de la qualité individuelle bien plus qu'à Bournemouth. Donc, succès quand même significatif de battre Manchester United, et avec la manière, par-dessus tout. Et puis, il y a aussi ce succès contre Arsenal, qui est là, je pense, le moins euphémisable de tous les succès dont on va parler. Ils gagnent 2-0 chez eux. Euh, Bon, ok, Arsenal a pris son carton rouge avec William Saliba pendant la 30e minute, mais globalement, ils ont été au-dessus de toute la rencontre. Ça se voit sur le total de tirs, 13 tirs à 6, 4 tirs à 1. Ils ont tenu tête dans la possession, alors que Andoni Iraola, on le verra plus tard, c'est pas l'homme de la possession, hein, c'est pas le représentant de la possession en première ligue, si je peux dire ça comme ça, de cette idéologie de jeu en tout cas. Et puis, ils ont aussi battu Tottenham début décembre,
avec là aussi une nette domination. Ils ont été largement au-dessus en volume de tir, pourtant ils ont bien moins eu le ballon. Ok, bon, là aussi on peut peut-être euphémiser le succès que c'est de battre Tottenham, ils sont 15e à l'agonie. Le projet d'Ange Postecoglou, il est plus que jamais en danger. Mais voilà, tout ça pour dire que Bournemouth, même s'ils gagnent des gros qui sont peut-être un peu à la traîne, Bournemouth gagne des gros. Et ça, c'est déjà un très bon point, un point significatif de leur forme récente. Et si je devais vous prouver encore plus qu'ils ont une forme récente démentielle, je vous parlerai de leur série d'invincibilité. Pourquoi? Parce que Bournemouth, vous le voyez ici, depuis cette défaite-là de buts à 1 à la maison contre Brighton, donc le 23 novembre, ils n'ont enchaîné que des résultats positifs ou en tout cas sans défaite. À partir du 30 novembre, ils n'ont plus jamais perdu un match. Ils ont gagné contre les Wolves, ils ont gagné ce succès significatif dont on vient de parler contre Tottenham. Contre Ipswich, ils se sont déplacés, ils ont gagné. Il y a eu ce coup d'arrêt contre West Ham, et puis il y en a eu quelques autres aussi contre Crystal Palace et Bournemouth, et Fulham, des matchs nuls. Mais entre tout ça, il y a quand même eu la victoire à Manchester United, et puis par-dessus tout, et c'est là que leur série aurait pu s'arrêter, ils ont su faire face à Chelsea dans un match dans lequel ils étaient menés. C'est un match finalement dans lequel ils ont finalement fait match nul, mais dans lequel ils se sont vraiment relevés, je veux dire. Ils sont revenus au score, alors que voilà, on connaît la pression de Stamford Bridge, les hommes d'Enzo Maresca, tout ça, je veux dire, c'est pas facile de revenir au score, qui puisait avec l'avalanche de blessés qu'ils avaient, mais ça c'est encore autre chose, on va y revenir un peu plus tard. Et puis, samedi 18 janvier, donc samedi dernier, ils sont allés à St James Park, gagner 4 buts à 1, donc avec la manière. Les hommes d'Eddie Howe, ils savaient plus où donner de la tête, je veux dire. Et ouais, résultat probant face à un Newcastle qui est vraiment très 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 bien classé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, reste qu'aujourd'hui, ils vont affronter Nottingham Forest, une autre surprise de Première Ligue, et ils vont affronter aussi Liverpool. Donc Bournemouth est vraiment une équipe qui ok, fait des matchs nuls, mais qui gagne beaucoup aussi. Ils ont quelques coups d'arrêt ici et là, mais quand ils ont des coups d'arrêt, c'est des contre-performances, et au moins, s'ils gagnent pas, ils perdent pas. Mais si je devais encore une fois, vous prouver la forme récente et qui dure depuis le début de saison de cette équipe, je vous parlerai des expected points. Alors, les expected points, c'est le même principe que les expected goals, c'est-à-dire les expected goals, vous savez à peu près tout ce que c'est, les buts attendus. Et bien pour former les expected points, en fait, on fait le différentiel dans un match des expected goals. L'équipe des deux qui a le plus d'expected goals remporte les expected points. Donc si par exemple Bournemouth affronte Arsenal et que Bournemouth a plus... imaginons que Bournemouth affronte Arsenal, qu'Arsenal a plus d'expected goals que Bournemouth, mais que Bournemouth gagne quand même le match, et ben même si Bournemouth a gagné le match, les expected points, ils reviennent à Arsenal parce qu'ils auront eu plus d'expected goals. Donc je sais pas si c'est assez clair, c'est vrai que c'est une stat un peu compliquée à manier. Tout ça pour dire que si on regarde ce classement-là, expected points, donc le classement corrigé en fonction des points attendus, Bournemouth est ici. Bournemouth est classé 3ème. Bournemouth devrait avoir 40,64 points, ce qui fait 3,64 points de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui ils en ont 37, vous le voyez ici. Donc ouais, Bournemouth est une équipe quand même qui sous-performe largement ses expected points. Et donc, bon, voilà, vous l'avez compris, Bournemouth, c'est une équipe qui est quand même très performante, on l'a montré, ils ont des succès de prestige, ils ont une série d'invincibilité, et quand ils gagnent pas, au moins ils perdent pas. Mais la vraie question maintenant, c'est comment est-ce qu'ils ont vraiment construit tout ça? Et bien la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que c'est assez flagrant, mais Bournemouth arrive à faire beaucoup avec peu. Bournemouth, ils sont ici, en termes de valeur marchande cumulée, c'est le 6e plus petit effectif de Première Ligue. Et c'est un des effectifs également les plus jeunes, si on regarde ici. C'est un des effectifs les plus jeunes, c'est assez flagrant, on va y revenir juste après. Voilà, ils sont ici. Il n'y a que l'effectif de Chelsea qui est plus jeune qu'eux, et derrière ils sont à égalité avec Brentford. Donc c'est la 6e plus petite valeur marchande cumulée du championnat en termes d'effectifs. C'est un des effectifs les plus jeunes, donc manque d'expérience. Et puis par-dessus tout, c'est une des plus petites masses salariales de Première Ligue. Si on regarde ici, ça c'est le classement des masses salariales de Première Ligue sur Capology. Si on regarde ici, ok, bon, Manchester City, Manchester United, ils ont beaucoup de stars, ok, ça c'est le top 6. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder par le bas. Ipswich, promu. Et puis derrière, Bournemouth est juste ici.
Bournemouth est juste ici, c'est assez flagrant. Je veux dire, c'est la troisième plus petite masse salariale de Première Ligue. Il n'y a que Southampton, Brentford et Ipswich qui ont une plus petite masse salariale qu'eux. Et derrière, toutes les équipes qui ont une plus grosse masse salariale qu'eux, en fait, elles sont toutes derrière elles au classement. Je veux dire, c'est assez significatif. C'est assez significatif d'une construction d'effectifs bien pensée, je veux dire. Pourquoi bien pensée? Parce que vous le savez, l'année dernière, Bournemouth a performé, bon, on l'a dit, ils ont eu un début de saison très compliqué, ok, mais ils ont fini 12e. Et parmi les joueurs qui composaient l'effectif de la saison passée, il y en a un qui s'est relativement démarqué, le buteur Dominique Solanke. L'article ne charge pas là, mais Dominique Solanke, c'est un gars qui a vraiment bien performé, il a marqué ses 19 pions l'année passée, et puis il a été acheté par Tottenham 75 millions d'euros. Avec ces 75 millions d'euros là, Bournemouth s'est construit un superbe effectif. Si on prend l'exemple de Neto, alors j'ai essayé de recharger l'article, mais je crois qu'il veut vraiment pas. Il veut vraiment pas. Si on prend l'exemple de Neto, Neto, il a fait partie, tout comme Dominique Solanke, de l'effectif de la saison passée, mais Arsenal avait besoin urgemment d'un second gardien avec le départ d'Aaron Ramsdale. Donc, Arsenal est allé chercher Noberto Neto, qui n'était pas non plus le gardien le plus performant en termes de stats avancées. Si on regarde ici, post-shot expected goals, il était classé que 6ème, entre guillemets. Je veux dire, il y a quand même des gars comme Pickford qui faisaient mieux que lui, Nick Pope aussi, et surtout José Sa qui a vraiment surperformé l'année passée. Pas de problème. Donc Neto se part, il quitte Bournemouth. Qu'est-ce que Bournemouth va chercher? Kepa Arrizabalaga. Et puis, sur le papier, on se dit que c'est un transfert comme un autre, anodin. Et en fait, pas vraiment, parce que Kepa, c'est vraiment une opportunité de marché très bien flairée par Bournemouth. Pourquoi? Parce que Kepa, vous le voyez ici, si on regarde sur sa fiche Transfermarkt, il a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Je ne vais pas vous refaire la carrière de Kepa Arrizabalaga, mais tout ça pour dire que ça n'a vraiment pas fonctionné à Chelsea. Et après son prêt au Real Madrid, sa valeur n'a fait que de chuter. Il est passé de 20 millions à 12 pour atteindre les 10 aujourd'hui, si pas, les 11 aujourd'hui, pardon. Et en fait, aujourd'hui, Kepa, c'est un des gardiens les plus performants de Première Ligue. Et le transfert de Kepa Arrizabalaga, c'est vraiment, comme je dis, une opportunité de marché. Pourquoi? Parce qu'il est pas en odeur de sainteté à Chelsea, mais Chelsea ne veut pas non plus vraiment le vendre de façon permanente. Ça tombe bien parce que Kepa n'a pas envie non plus d'être vendu de façon permanente. Bim, prêté à Bournemouth. Bournemouth n'a pas non plus envie d'acheter un gardien de façon permanente, ils n'ont pas non plus forcément les fonds. Et derrière, tu te retrouves avec un Kepa qui a ce rapport de scouting là. Je veux dire, il a un pourcentage d'arrêt, il est dans le top 9% des gardiens européens qui ont le plus haut pourcentage d'arrêt. Le pourcentage de clean sheet, ça ne veut pas vraiment dire grand chose parce qu'il n'est pas, je veux dire, c'est pas le seul qui garantit le clean sheet de son équipe, mais top 9% pourcentage d'arrêt avec 76,3% de pourcentage d'arrêt, c'est ultra fort et tu le vois dans les stats avancées de Première Ligue. Si tu le compares aux autres gardiens, Kepa, il est à peu près très haut dans toutes les catégories. Je veux dire, il est 5ème en post-shot expected goals. Il est classé 3ème en save percentage, c'est-à-dire en pourcentage d'arrêt. Kepa, très très fort. Là, encore une fois, il est classé au 8ème en goal against par 90 minutes, c'est-à-dire qu'il concède que 1,27 buts par match, donc par 90 minutes, ce qui le met 8ème. Et puis derrière, il a aussi un volume d'arrêt qui est assez impressionnant. Bon, il n'est pas classé ici, parce que c'est vrai que Bournemouth n'est pas une équipe qui reçoit forcément beaucoup de tirs. Mais ouais, il est à peu près partout en post-shot expected goals par 90 minutes. Encore une fois, on le retrouve ici, il est classé 7ème. Donc Kepa, c'est une très belle opportunité de marché, non seulement, mais c'est aussi un gardien qui fit ultra bien avec le projet d'Andoni Iraola, parce qu'il est bon au pied également. Bon, ici, FBRF, on n'a pas de stats qui nous permettent de montrer à quel point est-ce que les gardiens sont bons au pied, mais globalement, il a un taux de déchets assez faible, il est assez à l'aise, et voilà, tout ça, ça relève de la nature espagnole de sa formation. Et ouais, il fit ultra bien avec Andoni Iraola, et donc c'est une très belle opportunité de marché. Et des coups comme ça, Bournemouth en a quelques-uns. Mais là, je parle pas vraiment d'opportunité de marché, je parle de construction d'effectifs pur et dur. Si on prend l'exemple de Milos Kerkez, bon, on va prendre l'exemple de Milos Kerkez, mais donc on a dit pour Kepa, il y a aussi des gars derrière comme Marco Senesi qui performait, bon, aujourd'hui il est blessé, mais qui a performé vraiment ultra bien du côté de Feyenoord, qui fait partie de cet effectif-là.
Il y a le petit Julio Soler qui vient à peine d'arriver parce que Milos Kerkez est en instance de départ, apparemment, on sait pas, bref, c'est quelque chose dont on reparlera juste après, dont on va juste reparler là. Dean Huyson également, enfin bref, il y a plein de petits prospects comme ça à Bournemouth qui sont ultra intéressants et qui relèvent de coups un peu comme on l'a dit pour Kepa. Je pense à Luis Sinistera, Leeds descend, bon bah il y a un petit truc à aller chercher avec lui, tu vois, il a envie de rester en première ligue lui aussi. Julian Araujo, même s'il n'a pas eu le temps de se montrer parce qu'il a été blessé très rapidement cette début de saison, bah voilà, tu vois, c'est un peu comme Kepa, il n'a pas beaucoup de temps au Barça, petit prêt d'un gars dont on n'attend pas grand chose, ok, et tu prends pas vraiment de risques. Mais il y a aussi des prospects ultra intéressants, voilà, il y a Milos Kerkez, il y a Dean Huyson également, Justin Kluivert, Alex Scott, Tyler Adams qui peine un peu à confirmer. Mais voilà, c'est plein de bons coups très bien flairés. Et pour illustrer ça, j'ai envie de parler de Milos Kerkez. Évidemment, on ne peut pas faire une vidéo sur Bournemouth sans parler de Milos Kerkez. Parce que Milos Kerkez, c'est quand même un gars, quand Bournemouth va le chercher, il a une saison en professionnel dans les jambes. Il a 57 matchs en professionnel dans les jambes. Bon, ok, il a été à la Primavera de Milan. Mais aujourd'hui, si on analyse son rapport statistique, c'est dingue. Il y a juste du vert de partout. C'est absolument démentiel. Et puis il ressort à peu près partout dans toutes les stats en première ligue. Il est au premier rang de à peu près tout. Milos Kerkez, c'est vraiment un gars qui a décuplé sa cote de valeur marchande. Quand il est arrivé à Bournemouth, on l'estimait à 18 millions. Aujourd'hui, il en vaut 28. Et il y a même des gars qui parleraient de lui autour de 60 millions. Une pépite surveillée par le Real Madrid. Bournemouth ferme à la porte à une séparation avec Kerkez, malgré l'intérêt de la première ligue, parce qu'on sait qu'il y a des gars, notamment comme Arsenal, enfin des équipes comme Arsenal, comme Liverpool, on le voit juste ici, qui se pose la question de est-ce qu'on va le chercher ou pas. Manchester United s'est aussi posé la question, parce que, et c'est d'ailleurs la rumeur la plus insistante, parce que Luke Shaw n'est pas vraiment performant, Tyrell Malacia n'a pas vraiment confirmé. Et ouais, Milos Kerkez, c'est un gars qui ressort dans toutes les stats. Je veux dire, il est le quatrième gars qui réalise le plus de centres dans la surface de réparation avec Bournemouth. Et puis si on se repenche juste ici, vite fait, sur son rapport statistique FOTMOB, il crée 20... Bon, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, avoir créé 22 occasions, mais en tout cas, il est très haut. Voilà, il réussit beaucoup de centres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes d'interception? Il est dans le top 11% de la première ligue, dans le top 3% des récupérations. Et il remporte aussi beaucoup de ballons très haut sur le terrain. Mais ça, c'est une caractéristique du projet de jeu d'Andoni Iraola, dont on va parler longuement juste après. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, Bournemouth, c'est un effectif qui est ultra bien construit, beaucoup de pépites, beaucoup de gars très bien sentis. Alex Scott, on l'a dit très rapidement, on en a touché un mot. Tyler Adams, qui était un jeune prospect du côté de la Red Bull Academy, si je peux dire ça comme ça, qui aujourd'hui est un des hommes les plus importants, un des utilitaires les plus importants d'Andoni Iraola. Parce que oui, l'effectif d'Andoni Iraola, c'est beaucoup de jeunes prospects, Alex Scott, Tyler Adams, Milos Kerkez, Luis Sinistera, Dango Ouattara, Justin Kluivert, ok. Mais c'est aussi beaucoup de gars utilitaires. Ryan Christie, par exemple, il est là, 29 ans, 12 millions de valeur marchande, et pourtant, Ryan Christie, si on regarde son rapport de scouting, il est juste démentiel. Pour un numéro 10, donc un gars qui joue quand même très haut sur le terrain, Successful Tackle On, il est dans le top 8%, c'est juste démentiel. Il y a très peu de gars qui font autant que lui de récupération, de tackle réussi. Et puis, il est dans le top 4% des clearances. Il est dans le top 8% de blocs, top 12% en interception, en Europe, je parle. Et il est comparé à des gars qui ne sont pas milieu de terrain. C'est ça qu'il faut mettre en avant sur cette statistique, parce que les statistiques, ok, c'est très bien pour prouver des choses. Les images aussi, c'est peut-être mieux. C'est carrément mieux même. Mais je veux dire par là, les stats ici, elles sont un élément qui nous permettent de mettre en évidence l'analyse. Et là, ouais, il n'y a pas les images pour vous prouver, mais si vous regardez les matchs de Bournemouth, vous verrez que Ryan Christie est un gars qui a une activité défensive simplement démentielle. Et ça se voit dans ses stats, c'est pour ça qu'il ressort aussi haut dans toutes les stats défensives, alors que pourtant, il est censé être un milieu de terrain assez haut sur le terrain. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul,
C'est un gars qui joue à peu près toutes les minutes, hein, Ryan Christie, mais c'est pas vraiment le seul à ressortir très haut dans les stats défensives. Et tout ça, ça s'explique par la simple et unique raison que si on regarde ici du côté des stats défensives, Bournemouth ressort déjà à peu près ultra haut dans toutes les stats, hein, dans toutes les catégories de stats. En termes d'interception, c'est l'équipe qui récupère c'est l'équipe qui fait le plus, la deuxième équipe qui fait le plus d'interceptions par match. Pardon, je vais y arriver. Bon, ça aussi, ça s'explique de par le fait qu'ils ne pas beaucoup le ballon. Hein, c'est un très petit volume de possession, Bournemouth. Mais c'est surtout une des équipes qui récupère, si ce n'est l'équipe qui récupère le plus de ballons hauts. Et ça, c'est assez impressionnant, parce que du coup, ça fait que des gars comme Ryan Christie, qui est censé être très haut sur le terrain, se retrouvent dans des catégories de stats défensives ultra haut sur le terrain. Si je prends l'exemple d'Antoine Semenyo, qui est quand même un attaquant, il est dans le top 1% des blocs, des ballons contrés, et il est dans le top 2% des duels aériens gagnés. Et il est dans le top 12% des dégagements. Pour un gars qui est quand même un attaquant, c'est quand même significatif du projet de jeu d'Andoni Iraola, je veux dire. C'est un gars qui presse haut. Et il n'est pas le seul, Il y a Evan Nilsson qui fait aussi le boulot. Donc évidemment Antoine Semenyo, mais aussi Justin Kluivert qui a une débauche d'énergie assez impressionnante. Sur le côté droit, ça dépend. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes, au contraire, qui récupèrent autant de ballons hauts que Bournemouth. Et pourquoi ils récupèrent autant de ballons, Bournemouth ? Parce qu'ils ont un très petit volume de possession. On pourrait penser que Andoni Iraola, c'est un disciple de Guardiola, il est espagnol, possession mort. Non, au contraire, Bournemouth, c'est un des plus petits volumes de possession, non seulement d'Europe, mais aussi évidemment de Première Ligue. 45,9% de possession en moyenne par match, ça en fait le 1, 2, 3, 4, 5e plus petit volume de possession de toute la Première Ligue. Donc oui, Bournemouth, c'est pas que comme on peut avoir l'idée préconçue, qui ne regarde pas les matchs, une équipe qui a beaucoup le ballon, etc. Oui, ils ont surdominé des matchs, comme le match contre Ange Postecoglou et Tottenham, mais ouais, Bournemouth, c'est pas cette équipe-là qui a vraiment beaucoup le ballon. Et en fait, c'est une équipe qui a une capacité à presser haut, comme on l'a dit, et du coup, comme ils n'ont pas beaucoup le ballon, bah forcément, ils pressent beaucoup plus. Du coup, les joueurs les joueurs offensifs ressortent dans les catégories statistiques défensives. Et en fait, tout ça, c'est très bénéfique pour Bournemouth parce que quand ils ont le ballon, ils l'utilisent très bien. Bournemouth, c'est une équipe qui a un jeu très, 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 très direct. Ils sont très verticales, très peu horizontales. Bon, évidemment, s'ils ont le ballon, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'ils ont le ballon, c'est directement vers l'avant. Mais c'est une équipe qui a un jeu très direct et ils tentent beaucoup. Et ils tentent tellement que c'est le 7e plus gros volume de tirs par match de toute l'Europe, le 4e plus grand de Première Ligue. Mais je veux dire par là qu'ils tentent autant à peu près que des équipes comme Chelsea, Barcelone. Bon, ils ont un tir de moins en moyenne que Barcelone par match. Mais ils ressortent ultra haut dans les catégories statistiques de tirs par match. Et à côté de Bournemouth, il y a très peu d'équipes qui font autant qu'eux. Je veux dire, très peu d'équipes qui ont aussi peu de matériel à disposition. C'est que des gros clubs, je veux dire, c'est que des gros effectifs. Le Bayern, Paris, Liverpool, City, Barça, Chelsea. Voilà, il y a très peu de surprises, entre guillemets. Derrière les seules surprises qui se retrouvent à tenter autant de tirs par match, c'est des équipes comme Francfort, mais qui tentent au moins un tir de moins par match. Monaco, ok, Atalanta, oui, bon, c'est pas vraiment une surprise, on connaît l'Atalanta Bergame et le projet de jeu de Gianpiero Gasperini, mais je veux dire par là, Bournemouth, c'est une équipe qui tente beaucoup, et donc mécaniquement, plus tu tentes, plus tu as de chances de réussir. Et ça se voit aussi sur les stats d'expected goals, parce que du coup, Bournemouth est le 6e plus gros volume d'expected goals de toute l'Europe. Et pourtant, Bournemouth n'est pas non plus la meilleure des attaques en Première Ligue. On le voit ici, Bournemouth, ce n'est que la 7e meilleure attaque de Première Ligue. Alors vous vous dites, waouh, ils devraient avoir plus de 40 pions marqués en expected goals, et pourtant ils en ont que 36 marqués. Et donc ouais, ça dénote quand même une certaine sous-performance offensive. Et pourquoi ça dénote d'une certaine sous-performance défensive ? Parce que Bournemouth, ils n'ont pas vraiment de buteur attitré. Alors évidemment, ils ont acheté un buteur, Evan Nilsson, ils en ont posé 40 millions sur lui. Mais vous le voyez ici, le meilleur buteur, c'est Justin Kluivert avec 10 buts. Voilà, ça se recharge. Vous voyez ici, le meilleur buteur, c'est Justin Kluivert avec 10 buts. Derrière, c'est Semenyo et Evan Nilsson qui sont assez loin avec respectivement 6 buts et 4 buts. Justin Kluivert, 10 buts, ok, mais 6 sur penalty.
Donc au final, il en a marqué 4 véritablement dans le jeu. Et sur les 4 qu'il a marqués dans le jeu, on en enlève un, ça fait 3 qui ont été marqués dans le même match à Newcastle. Il a marqué un triplé à Newcastle. Donc ok, 10 buts, mais je veux dire par là, c'est pas non plus le gars qui te marque le plus de buts dans le jeu. Et c'est pas le gars qui te marque le plus de buts tout au long d'une saison. Et derrière, bah effectivement, ouais, Bournemouth, si on rajoute à ça que ok, c'est peut-être pas la meilleure attaque, mais que par contre c'est une des meilleures défenses, bah tu te retrouves avec une équipe classée aussi haute. Bournemouth, ils ont concédé que 26 buts cette saison, ce qui fait de Bournemouth la quatrième meilleure défense de Première Ligue. Pourquoi ils sont la quatrième meilleure défense de Première Ligue? C'est simple, parce qu'ils ont des gars comme Dean Huijsen qui performent ultra bien. Ils ont des gars comme, même si Marco Senesi a été blessé, ils ont des gars comme Ilya Zabarni qui joue la majorité des minutes, qui sont ultra performants, qui sont ultra complémentaires avec Dean Huijsen, c'est le mot que je cherchais. Et donc ouais, Bournemouth, c'est ici on le voit, l'équipe qui a également le quatrième plus gros volume d'expected goals. Donc voilà, c'est pas l'équipe qui marque le plus, qui sous-performe, c'est une des équipes qui sous-performe le plus les expected goals, devrait en avoir marqué 10 de plus. Mais par contre, c'est une équipe qui défend très bien. Et c'est pour ça que Bournemouth ne gagne pas tout le temps ses matchs, mais qu'au moins ils les perdent pas. C'est pour ça qu'on voit pas mal de 0-0, de 1-1, parce que c'est pas une équipe qui marque beaucoup. Pourquoi elle marque pas beaucoup? Parce que, en fait, elle a pas vraiment de buteur attitré. On l'a dit, Justin Kluivert, 10 buts, ok, mais 6 sur penalty, et les 4 autres, dans les 4 autres, il y a un triplé. Et derrière ça, en fait, t'as quand même un gars comme Evan Nilsson sur qui t'as posé 40 millions, qui n'est pas performant. La vérité, elle est là, c'est que sur les 19 matchs qu'il a joué, et les 17 dont il a débuté, donc 1300 minutes pour lui sur ce début de saison, il a marqué que 5 buts. C'est bien, mais pas assez, vraiment pas assez pour un gars sur qui t'as posé 40 millions. Et derrière ça, Evan Nilsson, il se casse, bon, Fautman nous dit qu'il se casse la jambe, je crois que c'est le pied plutôt qui s'est cassé. Donc tu l'as plus, quoi qu'il arrive, tu l'as plus jusqu'à la fin de la saison. Donc Evan Nilsson, le gars sur qui tu mettais beaucoup d'attentes en début de saison, parce que l'année dernière, c'est beaucoup ton attaquant Dominique Solanke qui t'a sauvé de grosses bévues de certaines situations, lui et ses 19 buts. Le gars le gars dont il est censé être le successeur, Evan Nilsson, qui est censé faire au moins pareil que Dominique Solanke, parce qu'il avait vraiment épaté tout le monde à Porto, c'est un peu un flop. C'est un peu un flop. Il a mis du temps à s'adapter au principe de jeu d'Andoni Iraola, et en fait, même quand il semblait enfin s'adapter, quand il semblait enfin s'adapter à l'intensité qu'il faut mettre dans le pressing, au fait que tu vas avoir une grosse débauche d'énergie, et surtout au championnat de première ligue, au fait que tu vas avoir une grosse débauche d'énergie et que devant le but, tu seras peut-être pas autant lucide que ce que tu pouvais l'être quand tu étais à Porto. Et quand il semblait enfin avoir intégré tout ça, bim, il se casse la jambe, c'est de la malchance, ok, mais tu te dis, pas grave, Bournemouth a un second attaquant, non. Enes Unal, non. Enes Unal, non, parce qu'il est blessé, rupture du ligament croisé, 331 pauvres minutes jouées pour lui, 2 buts, une passe décisive. Ça ne fonctionne pas pour Enes Unal à Bournemouth, et Bournemouth se retrouve donc jusqu'à la fin de saison sans attaquant. Ils n'ont aucun véritable attaquant, ni Dango Ouattara qui, ok, a été placé buteur sur les derniers matchs, mais c'est que 3 buts, Dango Ouattara. Il a débuté que 10 matchs, donc c'est pas vraiment ton titulaire en puissance. Et derrière, en fait, cette avalanche-là de blessures, Marcos Senesi, ok, on dit que Dean Huijsen, il performe ultra bien, mais pourquoi il performe ultra bien? Parce qu'il a eu la chance entre comment ça s'appelle? Comment se dit cette expression? La malchance des autres fait le bonheur des uns, quoi, en gros. Dean Huijsen, s'il s'est imposé dans cet effectif-là, c'est aussi et surtout parce que Marcos Senesi s'est blessé. Julian Araujo, s'il n'a pas pu vraiment s'exprimer cette saison, c'est parce qu'il est blessé. Le capitaine Adam Smith, il est blessé, donc Bournemouth se retrouve véritablement dépourvu sur le côté droit. C'est James Hill qui est un défenseur central qui doit jouer à droite. Alex Scott, un jeune prospect qui avait été acheté en Championship, un peu le même profil que des gars comme Ryan Christie, blessé, donc il peut pas jouer non plus. Marcus Tavernier, un gars qui était ultra important dans le projet de jeu d'Andoni Iraola, notamment à droite ou à gauche, je sais plus, un des deux, bref, c'est un ailier qui était sacrément performant, qui marquait pas mal de buts, qui en a marqué 3 ou 4 je crois déjà. Il s'est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Luis Sinestera, encore une fois blessé, un gars qui avait été récupéré à Leeds, qui était descendu
Première Ligue jusqu'en Championship, c'était un superbe coup. Je le disais tout à l'heure, les bons coups scouting de Bournemouth, bim, blessé. Il n'a pas pu vraiment jouer, il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Il a marqué, je crois, 2 buts et une passe décisive en un match en plus. Donc je veux dire, il n'a pas non plus eu le temps d'être très performant avec Bournemouth. Et derrière, tu perds tes 2 attaquants, tes 2 avant-centres sur blessure, jambes cassées pour Evan Nilsson, rupture du ligament croisé pour Enes Unal. Il y a une véritable avalanche de blessures à Bournemouth. Et c'est un des facteurs qui me fait penser que poursuivre la cadence, ça va être compliqué. Parce qu'en vérité, la question maintenant, c'est ça pour Bournemouth. La suite. Qu'est-ce que c'est la suite pour Bournemouth? Ils n'ont pas d'effectif pléthorique, on l'a dit. Troisième, c'est oui, la troisième plus petite masse salariale de Première Ligue. Ils n'ont pas un effectif pléthorique, un des effectifs les plus jeunes. Et quand tu vois tout ça, ben, en fait, ça fait juste qu'ils se retrouvent avec cette feuille de match-là. Ils sont obligés, Andoni Raola est obligé de remanier son effectif de la façon dont il le peut. Et contre Newcastle, ça s'est vu parce qu'il y a eu beaucoup de bricolage. Lewis Cook, historique de Bournemouth, je crois qu'il a passé autant de temps à Bournemouth que Adam Smith. C'est un milieu de terrain normalement, Lewis Cook. Normalement, il est utilisé à la place de Tyler Adams ou de Ryan Christie. Lewis Cook, latéral droit. Dango Ouattara, comme t'as pas de buteur, tu es obligé de le mettre numéro 9. David Brooks, qui revenait de blessure, il a quand même participé à 82 minutes dans ce match. Et derrière, c'est surtout le banc qui fait peur. Si on compare avec Newcastle, qui va être un concurrent direct à la lutte pour l'Europe, même si Bournemouth, je pense, n'est pas vraiment en train de lutter pour l'Europe, ils font leur bonne saison et après ils verront jusqu'où ils s'arrêtent. Mais si tu regardes, c'est quand même un concurrent direct Newcastle. Et si on compare les deux bancs, c'est juste affolant. Regardez le banc de Newcastle, Fabian Schär, Kieran Trippier, Willock, Ozula, Odysseas Vlachodimos qui est arrivé cette saison, Lloyd Kelly, Leo Smiley, le jeune prospect, Sean Longstaff et Miguel Almiron. Tout ça, c'est des gars qui ont déjà joué non seulement de la Première Ligue, mais surtout de la Ligue des Champions. Si on regarde le banc de Bournemouth, on n'en connaît aucun. On n'en connaît aucun pour la simple et bonne raison que, avant ce match-là, aucun de ces gars-là n'avait participé à une seule minute de Première Ligue. Ce ne sont que des jeunes prospects qui viennent du centre de formation et qui sont là pour faire le nombre. Parce que véritablement, l'avalanche de blessures que subit Bournemouth, elle représente 11 ou 12 gars en moins sur lesquels tu ne peux pas compter, et 11 ou 12 gars en moins sur lesquels tu ne peux pas compter, c'est ton banc en fait, c'est ton banc. Et la question maintenant, comme on l'a dit, c'est jusqu'où ils peuvent aller. A priori pas très loin, parce que sans doute, un moment ou un autre, la profondeur d'effectifs qu'ils n'ont pas, qui leur manque, ça va leur faire défaut. Et puis derrière, ils vont avoir un calendrier assez chaud, quoi. Aujourd'hui, à 4h, ils joueront contre Nottingham Forest. Ils vont enchaîner contre Liverpool. Ils ont déjà joué contre Chelsea, Newcastle, série de résultats ultra positifs. Ultra positifs contre des grosses équipes, encore une fois. Maintenant, j'ai envie de dire, le match contre Nottingham Forest et contre Liverpool, c'est le véritable révélateur de qu'est-ce que Bournemouth a vraiment dans le ventre. Jusqu'où est-ce qu'ils vont vraiment aller. S'ils peuvent faire au moins un match nul et une victoire, ou alors un match nul, une défaite, il faudrait qu'il y ait au moins un résultat sans défaite parmi ces deux matchs-là, pour que Bournemouth sorte et ne plonge pas la tête sous l'eau, parce que derrière, une défaite, on le sait en Première Ligue, ça va très vite. Tu perds un match, tu perds celui d'après, c'est directement une crise. En Première Ligue, on sait à quel point tout va très vite. Et Bournemouth, s'ils perdent un match, ou s'ils font un match nul, ou s'ils ont directement une série de 3-4 matchs où ça va un peu moins bien, direct ils sortiront du top 10, ça c'est sûr. Parce que derrière, il y a des équipes qui poussent. Derrière, il y a des équipes comme, si on re-regarde le classement, il y a des équipes comme Aston Villa. Il y a des équipes comme Brighton qui sont là. Brighton, ce n'est qu'à 3 points de Bournemouth. Aston Villa, ce n'est qu'à 1 point de Bournemouth. Fulham, ok, 33 points. C'est déjà un peu plus loin, mais je veux dire par là, c'est que 5 points. 5 points, ça se fait très vite en Première Ligue. C'est une victoire, c'est 2 victoires, on va dire, ou une victoire et 2 matchs nuls. Ça va très très vite. Et ouais, donc Bournemouth, la question maintenant, véritablement, c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont aller. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur Bournemouth. Voilà, on l'a dit, c'est une équipe qui performe ultra bien, en même temps qui sous-performe leur expected goals, leur expected points également. C'est un effectif qui n'est pas pléthorique, qui est encore très très jeune, beaucoup de jeunes prospects, beaucoup de jeunes utilitaires, mais qui sont très utiles à Andoni Raola. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur Bournemouth. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis.
Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais en tout cas, je sais qu'on va se retrouver pour le prochain sujet, parler de la MLS, parce que la MLS reprend très bientôt ses droits. Elle les reprend le 22 février avec un match qui opposera Inter Miami à New York City. Et la MLS, c'est un championnat qui est très peu médiatisé et pas assez bien médiatisé, à mon sens, en France. Donc on en parlera. Ce sera l'occasion de, pareil, se faire un petit format analyse comme on a fait là, 34 minutes aujourd'hui. Euh, on en fera peut-être un peu plus la prochaine fois sur la MLS. Et on fera un petit tour d'horizon du championnat, voir quelle équipe s'est renforcée. On sait que l'année dernière, c'est les Galaxy qui ont remporté le titre. Est-ce que cette année, l'Inter Miami, évidemment, de Lionel Messi, va pouvoir remporter enfin son premier titre, eux qui avaient remporté la saison régulière? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on abordera la prochaine fois. En tout cas, très content d'avoir pu faire cette vidéo aujourd'hui sur Bournemouth, un projet fonctionnel, comme on l'a dit. Et voilà, j'espère que vous aura plu. C'est à peu près tout pour moi les amis, on s'arrête ici, 35 minutes d'analyse. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois pour parler de MLS. Merci à vous et bonne journée, bonne soirée, ça dépend de vous, le contexte dans lequel vous avez regardé tout ça. Merci à vous, salut les gars.